On va commencer cette réunion Teams par cette réunion de présentation de la solution Ruby4 par vous présenter un petit peu les acteurs qui sont présents pour vous faire la meilleure présentation possible. Donc vous avez Romain, que vous connaissez peut-être, je crois que vous connaissez tous Romain, notre directeur technique des services cyber de Novancy. Stéphane Moissard, un consultant Novancy, qui est spécialisé dans la partie PAM. Nous avons l'éditeur, représenté par Yannick, qui va nous aider et accompagner sur la présentation, et puis moi-même, qui suis la personne que vous avez rencontrée pour parler du sujet, votre responsable d'affaires cyber de Novancy. Merci Fabrice de me donner l'occasion d'avoir à présenter la solution à vos clients et prospects. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, et puis c'était un sujet qui a intéressé beaucoup les clients, donc ça fait plaisir de présenter une belle solution et à des clients intéressés. Donc on va commencer cette présentation par vous expliquer l'intérêt d'un bastion avec quelques cas d'usage pour un peu concrétiser et mettre un peu plus de sens dans l'offre. Attendez, je vais faire rentrer. Je m'en occupe si tu veux en même temps. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, on va aborder les bonnes pratiques pour un sujet PAM, parce qu'il y a plein de choses à anticiper et à préparer. Un peu percevoir les contraintes et les avantages, mais surtout les contraintes par rapport à que ce soit bien mis en place. Ensuite, Yannick va vous présenter la solution ProfIT de Ruby4 pour qu'on puisse présenter toute l'étendue de la solution et échanger avec vous sur cette partie-là. Et ensuite, on finira par une démonstration de la solution. Donc, c'est une présentation un peu, comme je vous l'ai expliqué, un peu privatisée, un peu VIP. Le format est un échange libre, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément attendre la fin de la présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des points, autant les aborder tout de suite. Donc, que ce soit beaucoup plus fluide, sachant que c'est un sujet qui est quand même poussé par plusieurs actualités, on va voir après. Et c'est important que tout soit libre, tout soit clair dans votre tête par rapport à cette partie-là. Est-ce que tu peux passer sur la diapo d'après? Alors, on va commencer par l'intérêt la présentation de l'intérêt d'un bastion. Aujourd'hui, il y a plusieurs réglementations qui va pousser les entreprises à se poser la question d'un bastion, en plus de l'intérêt propre de la solution. Avec mon regard sur la partie cyber, avec les échanges et les expériences que nous avons eues chez Novancy par rapport à l'ambiance et aux risques et aux cyberattaques. Le Bastion est un outil qui pour moi est, disons, essentiel. Comme je vous l'expliquais lors des rendez-vous que nous avons pu avoir chacun, l'environnement entreprise évolue beaucoup. Les réseaux se structurent beaucoup. Et donc, en fait, il est intéressant de devoir contrôler les acteurs qui interviennent sur ce réseau-là. Donc, cette question est maintenant posée ouvertement et clairement par le NIS 2, qui commence à dire il faut que vous contrôliez qui interagit sur votre réseau. Et on a aussi la LPM, la loi de programmation militaire, qui est active pour les acteurs dans la défense, mais aussi les sous-traitants. Évidemment. Alors, il y a eu des cas révélés assez forts, je ne vais pas revenir dessus, qui ont montré qu'il y avait des grosses suspicions des acteurs qui pouvaient intervenir sur des réseaux des sous-traitants militaires. Et surtout, ce que j'ai pu constater chez vous entre autres, et sur plusieurs d'entre vous, la question s'est fait poser par vos assurances, vos contrats de cyberassurance. Alors là, on a Nice 2, on a Dora qui est assez beaucoup pulsé là-dessus et qui invite les assurances à encore remonter les niveaux. Donc, il est important pour ces acteurs assurantiels que vous, leurs clients, puissiez aussi être contrôlés et que vous puissiez contrôler ce qui se passe sur vos réseaux. Le contexte opérationnel, c'est qu'en fait, on a quand même pas mal de difficultés au quotidien de gérer les comptes à privilèges, les autorisations associées, des acteurs qui interviennent.
il y a beaucoup de gens qui interviennent à travers des TeamViewer, à travers des accès divers et variés. Et en fait, le client va subir, quelque part, entre parenthèses, les actions de ses prestataires sans forcément avoir de contrôle. Quelque part, il y a une espèce d'habitude à ça. Et c'est pour ça qu'on est plutôt satisfait de voir dans le NIS 2 et dans Dora des gros points d'action et des gros points d'intérêt imposés aux clients en disant arrêtez de laisser l'accès libre à vos prestataires, contrôlez ce qui se passe, s'il vous plaît. Et donc, et c'est le dernier point qui est bien reprécisé, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir tracer une action d'administration et d'imputer à une personne une responsabilité. Ça, c'est important parce que quand il y a un incident qui s'est passé, surtout quand on remonte dans le temps et qu'on voit des interactions d'acteurs extérieurs qui se sont passées sur le réseau, eh bien, c'est quand même important d'avoir des traces et de voir ce qui s'est passé durant leur intervention dessus. Voilà. Maintenant, je vais laisser la main à Romain Merci Fabrice pour la pour suite. l'introduction. Alors n'hésitez pas, hein, comme le précisait Fabrice, à intervenir. Vous avez la liberté de poser des questions à tout moment, ou vous avez même aussi la possibilité d'utiliser le chat si vous voulez, si vous avez cette préférence-là. On pourra soit répondre en séance, soit même en effet balayer les différentes questions à la fin. Donc pour la suite de cette présentation, l'objectif était justement en effet peut-être de remettre un petit peu plus après le contexte réglementaire et les contraintes évoquées aussi par Fabrice, de parler aussi un peu plus donc, techniquement, quel est le contexte technique et recentrer aussi un petit peu ce qu'était un utilisateur à privilège ou un compte à privilège. De toute façon, comment on peut le décrire? Vous avez ici donc par exemple les ressources du SI qui vont être accédées par les utilisateurs, somme toute classiques, qui ont besoin justement d'accéder à leurs applications habituelles. Ça peut être les applications métiers, ça peut être les serveurs de fichiers, tout un certain nombre d'outils informatiques qui sont mis à disposition des métiers et de l'entreprise. Et pour que ces applications fonctionnent correctement, il y a des administrateurs, donc des comptes qui nécessitent plusieurs privilèges pour accéder à ces ressources et assurer le bon fonctionnement. On va parler justement de différents types de comptes à privilèges qui existent et donc des différents cas d'usage qu'on va pouvoir trouver. Le but étant, vous l'aurez bien compris, d'assurer le bon fonctionnement de ces applications-là. Et donc, il faut, pour prendre un exemple concret, des équipes internes avec différents profils. Ça peut être des administrateurs, ça peut être des techniciens qui interviennent justement sur ce socle d'infrastructure la plupart du temps, de manière à ce qu'elles puissent superviser, exploiter, modifier l'infrastructure dans le sens où elle doit être disponible ensuite pour les utilisateurs, on va dire classiques. Un autre cas d'usage d'un compte à privilège aussi, ça peut être un prestataire, donc une personne qui est plutôt externe et qui va avoir besoin d'accéder justement à une partie de l'infrastructure ou des fois plus spécifiquement, peut-être pas au socle que j'évoquais avant, mais à une application, puisque c'est un prestataire qui bénéficie d'un contrat télémaintenance, par exemple, ou un contrat plus global d'infogérant et donc d'exploitation pour le compte du client et de l'entreprise, donc qui a besoin d'accéder à distance sur ces ressources. En effet, la difficulté est souvent de dire à quelles ressources doit avoir accès cet administrateur ou ce compte à privilège pour avoir justement les bons droits possibles. Mais à partir du moment où c'est un utilisateur qui a des droits supplémentaires qu'un compte classique, donc à des fins de modification ou de changement sur l'infrastructure, c'est un compte à privilège. Donc vous l'aurez compris, pour justement sécuriser ces ressources internes et donc les serveurs critiques, il faut bien pouvoir gérer ces comptes à privilèges. S'appuie notamment justement sur une définition de l'ANSSI, et là on pourra en reparler d'ailleurs ultérieurement si vous le souhaitez. L'ANSSI publie un guide de recommandation de l'administration sécurisée des infrastructures informatiques, dans lequel il y a 71 mesures et une définition parmi ce guide-là qui est de dire qu'un administrateur se distingue par des droits et donc des privilèges dont il a besoin pour ce que je disais juste avant, administrer ou configurer et modifier l'infrastructure qui relève finalement de ses fonctions et de son périmètre d'activité.
Maintenant, là qu'on a pris conscience en effet qu'il y a des comptes à privilèges qui existent et qui sont nécessaires sur une infrastructure, on va se poser la question de pourquoi et surtout après comment aussi on les sécurise. Pourquoi, vous l'aurez bien compris, hein, c'est que par définition, comme ils ont des droits supplémentaires, il est extrêmement important de pouvoir surveiller, tracer et identifier finalement aussi les actions qui sont faites par ces comptes à privilèges-là sur les différents points de l'infrastructure. On va notamment parler, par exemple, d'imputabilité ou de non-répudiation, de manière en fait à savoir déterminer qui a fait telle action et à telle heure. Ça, c'est extrêmement important en termes de traçabilité. Et puis, je le disais un peu juste avant aussi, il y a cette deuxième notion qui est un peu comme le besoin d'en connaître. On va limiter les droits essentiellement à ce dont l'administrateur a besoin. Et donc, il faut aussi quand même assurer une restriction suffisante au compte à privilège. L'idée n'est pas justement d'avoir pour une simple action d'administration qui est cantonnée par exemple à un applicatif, à un prestataire qui se retrouve à être administrateur du domaine. Je le disais sur un prestataire externe, donc par exemple, on va pouvoir lui limiter les droits seulement sur son périmètre et son application, par exemple, qu'il gère, qu'il télémaintient, par exemple. On va aussi pouvoir gérer et on a parfois besoin pour assurer une sécurité et tout ce qui est horaire de connexion, donc du lundi au vendredi, de 8h à 18h, voire même à la demande, en fonction justement aussi du cas où on veut gérer justement des ouvertures et des comptes possibles à utiliser que dans des horaires où nous, l'entreprise approuve la connexion à distance. Donc, on va pouvoir aussi gérer cette méthode de connexion. C'est un peu l'objectif. Et puis d'être alerté aussi si besoin en cas d'intervention, dans le cas où là on est plus souple sur les horaires. L'idée étant toujours en fait, comme je le disais, d'avoir une auditabilité, donc de pouvoir tracer et rejouer en fait les connexions, de savoir quel administrateur a mené quelle action à tel moment de la journée. Pour l'administrateur interne, qui est un cas d'usage que j'évoquais en premier tout à l'heure, on va se retrouver un petit peu dans le même objectif. De toute façon, comme pour le prestataire externe, même si son champ d'action est plus large, on a toujours ce besoin de surveillance, de traçabilité et donc de vérifier, d'imputabilité de qui a fait quoi. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser, je dirais, entre guillemets, à bon escient, c'est-à-dire que ça peut être aussi parfois un simple accident. Donc l'administrateur interne va pouvoir revoir ce que lui-même a fait ou un de ses collègues a fait à la suite d'un potentiel incident, un accident. C'est pas forcément d'ailleurs de la malveillance, faut aussi faut faire attention à ce vocabulaire-là. Et puis il va pouvoir, comme en effet, il délègue une certaine partie parfois des actions à des prestataires externes, il va aussi pouvoir assurer un certain contrôle de ce que font ces prestataires à travers justement l'auditabilité et la surveillance des actions qui sont faites. Donc voilà en effet l'enjeu et le pourquoi mettre un bastion dans une infrastructure. C'est en fait tout simplement pour répondre à un bastion, je dirais plutôt que c'est une solution, mais l'enjeu qui se cache derrière, en fait, c'est la notion de PAM. Donc, quand on parle de PAM, c'est Privilege Access Management. Donc, c'est la gestion des comptes à privilèges, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Maintenant, donc, nous, on parle juste en effet de bastion. Je le disais, à travers les recommandations de l'ANSSI, il y a différentes manières de gérer et de mettre en place une gestion des comptes à privilèges. Maintenant, par rapport nous à nos retours d'expérience et aussi donc aux outils que l'on a choisis pour mener à bien cette mission, on va vous faire part un petit peu d'un retour d'expérience et de bonnes pratiques qu'il faut avoir en tête et garder aussi en tête. Alors, je dirais tout au long, mais surtout dès le début de la réflexion quand on veut mettre en place justement une telle politique. Pour justement qu'on arrive à quelque chose, à une architecture et à une solution qui soit efficiente. Alors on va justement, comme une méthodologie, une approche projet, on va le faire en plusieurs étapes. L'étape 1 va être d'inventorier et de classifier tous les comptes à privilèges. On l'a vu un petit peu juste avant, vous avez des administrateurs internes. Sur l'équipe d'administration interne, vous avez différents profils. Ça peut être des techniciens support, ça peut être des administrateurs niveau 1, ça peut être des administrateurs niveau 2. Et puis, vous avez aussi les prestataires externes qui vont avoir besoin
d'accéder à vos ressources dans le cadre de contrats. Donc ça, déjà, il faut bien faire cet inventaire-là pour maîtriser l'ensemble des cas d'usage qu'on va devoir adresser. Ensuite, sur la base de cet inventaire, c'est de définir la matrice d'accès par profil. Donc, quand je disais compte à privilège et inventaire, on a forcément des profils qui s'en déclinent un petit peu automatiquement. Et c'est d'identifier ces différents types de profils ou différents types de populations avec les autorisations qu'elles vont avoir besoin. Un prestataire externe va avoir besoin, par exemple, d'accéder à une application et qui va lui nécessiter, par exemple, qu'un RDP sur le serveur en question, parce que c'est le télémainteneur de l'application A. Un administrateur interne va avoir besoin plutôt d'accéder au RDP et en SSH à des serveurs Windows et des serveurs Linux, mais peut-être pas en fonction de ses compétences et de l'organisation de l'équipe à l'ensemble des serveurs. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de définir et de mettre sur papier dans un premier temps cette politique d'accès et d'administration pour pouvoir ensuite la décliner la plus proche possible de la réalité du besoin dans l'architecture et la solution qu'on leur va mettre en place. L'étape 3, c'est d'identifier justement dans la continuité la politique d'accès. Où est-ce qu'on va mettre justement le serveur ou les serveurs d'administration, en l'occurrence le bastion. Où est-ce que vont devoir se connecter les utilisateurs, depuis où? Est-ce que c'est depuis l'interne? Est-ce que c'est depuis l'externe? Quelle méthode d'authentification on va leur proposer? Sur la base de quel annuaire? Un annuaire local, un annuaire dédié? Et puis quel compte on va leur donner? Est-ce que c'est forcément, il faut orienter vers des comptes nominatifs, on y reviendra justement un petit peu plus tard. Mais derrière, est-ce que l'utilisateur va se connecter, ou plutôt le bastion va se connecter à une ressource avec justement son compte nominatif aussi, histoire d'avoir la continuité de la traçabilité jusqu'au serveur, ou est-ce que pour des besoins ou des contraintes autres, on va avoir des comptes qui sont système et génériques entre le bastion et la ressource finale. Donc, c'est de définir vraiment quels sont tous ces cas d'usage pour pouvoir ensuite l'implémenter correctement sur le fameux bastion, donc le serveur d'administration. L'étape 5 ensuite, c'est une fois qu'on a mis en place et qu'on a préparé le socle et l'infrastructure de tout cela, c'est de communiquer le changement aux différents interlocuteurs et donc aux différents utilisateurs à privilège, de manière à ce qu'ils adoptent maintenant la bonne pratique pour passer par le bastion. Donc, comme ça implique en effet un accompagnement au changement avec des procédures et des communications qui vont bien pour adopter ce changement-là. Dans l'optique ensuite, justement, de, entre guillemets, forcer ce changement et donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres moyens d'administration ou de connexion en dehors de ce bastion-là qui va nous permettre justement ce contrôle, cette traçabilité, auditabilité qu'on évoquait tout à l'heure. Comment ça se passe cette dernière étape? C'est justement le durcissement des configurations sur le SI. Alors on entend par justement le cloisonnement qu'on aura déjà préalablement fait par l'architecture, et puis par aussi le filtrage et finalement l'interdiction. Alors là, on va jouer sur des règles firewall, inter-VLAN, ou sur des règles de firewall système propres aux OS, pour faire en sorte que justement il ne soit plus possible de faire une connexion RDP ou une connexion SSH à destination du serveur depuis autre part que le bastion. Donc ça va nous obliger justement en effet, et ça va contraindre maintenant les utilisateurs et les comptes à privilèges à passer par le bastion. Donc ce qui va nous assurer, je disais, la traçabilité, mais ça va aussi nous réduire notre surface d'attaque, puisque dans le cas d'une potentielle attaque et cyberattaque, un attaquant qui aurait déjà un pied sur un serveur ne pourrait pas avoir des mouvements latéraux aussi faciles, puisque finalement, il y aurait déjà des mécanismes mis en place via le durcissement qui lui empêchent de faire du RDP ou du SSH de serveur à serveur, par exemple. Donc voilà un petit peu aussi tout l'enjeu et la valeur ajoutée qu'il faut bien prendre en compte dans une politique de mise en place d'un bastion pour gérer les comptes à privilèges à bon escient et avec justement une valeur ajoutée. Et du coup, pour faire la passe à Yannick, je vais vous laisser la parole maintenant pour présenter un petit peu plus justement qui est Rubycat et la solution Provit, qui est notre partenaire. Merci Romain, merci beaucoup pour cette présentation. Déjà peut-être un premier sondage, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de Rubycat ou vous l'avez peut-être rencontré?
dans votre contexte. Voilà, peut-être vous pouvez répondre par un pouce dans le chat, juste pour... voilà, super. Donc, déjà Petit quelques-uns pouce, qui ça marche connaissent la bien. solution, donc Ah effectivement, oui, tu as du succès, Yannick, dis un donc. petit peu, ouais, quand même. Donc ça va, je suis rassuré. On fait effectivement depuis déjà quelques années maintenant. Donc, Romain, tu vas pouvoir avancer. Mais en effet, on est présent. On a fêté nos 10 ans cette année 2024. Donc, nous sommes un éditeur. Donc, notre rôle, effectivement, étant d'éditer un logiciel qui s'appelle Provit. On en a déjà un petit peu parlé. Donc nous sommes basés à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné exactement. C'est un endroit où on retrouve aujourd'hui quand même pas mal d'acteurs, donc une cyber-vallée, on va dire, en Bretagne, dans lequel de nombreux acteurs de la cybersécurité interviennent. Et donc nous, on a développé pendant 10 ans cette expertise sur la traçabilité, la visibilité des actions menées sur les systèmes d'information. Voilà, donc la société en soi, donc nous sommes un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs en constante croissance. On accueille encore ce matin une nouvelle personne aujourd'hui dans nos locaux. Voilà, on a d'autres recrutements en cours, donc voilà, un peu plus de 20 collaborateurs déjà aujourd'hui et sûrement de nombreux autres dans l'année qui vient. Les capitaux de la société sont 100% français, donc vraiment là on est sur une notion de souveraineté auquel on tient très fort. Donc ça, on atteste également avec les logos que vous pouvez voir, France Cyber Security ou Cyber Security Made in Europe. Voilà, on tient effectivement à conserver cette souveraineté et proposer une alternative française et bretonne pour le sujet de la maîtrise des comptes à privilèges. L'ensemble des équipes sont présentes ici. Donc, parmi ces 20 collaborateurs, plus de la moitié sont dans l'équipe R&D, vraiment pour le développement des fonctionnalités sur Provit. Et l'équipe support également vous accompagne. Tout le monde est là, on déjeune ensemble, on échange beaucoup sur les remontées qui peuvent être faites par nos partenaires et par nos clients pour faire évoluer le produit. Donc le produit s'appelle Provit. Nous avons l'honneur de vous présenter un produit qui dispose d'un visa de sécurité CSPN. Encore une fois, dans notre volonté de proposer quelque chose de souverain et en tout cas de robuste. Donc ce visa de sécurité, on l'a fait une première fois en 2018 et nous l'avons renouvelé l'an passé en 2023 puisque les règles de l'ANSSI aujourd'hui font que les CSPN sont valides de 3 ans. Donc ce visa de sécurité CSPN en cours est valable jusqu'en mai 2026 et on travaille déjà sur la prochaine étape. Donc on vise à continuer à maintenir ce visa de sécurité CSPN. La solution en soi est une solution 100% on-prem. On pourra y revenir peut-être avec Stéphane aussi, ou tout à l'heure sur une présentation un peu plus détaillée techniquement. Mais voilà, on est sur une solution on-premise basée sur un OS Ubuntu, sur lequel vous avez bien évidemment les accès en route pour faire toutes les mises à jour de sécurité et si vous avez besoin d'installer des agents, etc. pour gérer ce service comme un autre service de votre infra, voilà, vous avez la main dessus. De notre côté, on assure les mises à jour régulières, que ce soit les mises à jour de sécurité. Donc, on communique auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent maintenir les solutions en place chez leurs clients. Donc, ça couvre évidemment les maintenances correctives, mais également tout ce qui est maintenance évolutive. Donc, à partir du moment où vous êtes client, vous avez un contrat de maintenance en cours, et bien, vous pouvez disposer des nouvelles fonctionnalités que l'on déploie régulièrement à travers nos releases. Voilà, donc sauf si vous avez des questions, on peut poursuivre peut-être sur certaines références. Donc cette problématique de besoin de visibilité, de traçabilité des actions couvre tous les secteurs présents. Donc on a ici à la fois, nous on adresse à la fois le secteur public, le secteur privé. Vraiment on est sollicité sur tout type d'entreprise, de structure. Donc évidemment sur le secteur public, on entend beaucoup parler des établissements de santé et puis la dirigeante de Rubicat, Cathy Lesage, avait une appétence particulière sur ce secteur de par son historique et ses expériences précédentes. Donc, on a adressé très tôt le secteur hospitalier. Donc, on voit effectivement quelques établissements CHU. Et d'ailleurs, je vous invite à visionner. On a sur notre site internet ou quelquefois sur nos posts LinkedIn, on republie des retours d'expérience de nos clients. Et donc, on a le CHU de Montpellier qui avait fait un retour d'expérience sur l'usage du bastion Provit dans leur contexte.
Voilà, vous avez d'autres références. Sur les collectivités, on adresse aussi bien les communes, les agglomérations, les communautés de communes, les départements, mais également certains services ministériels. Également, on est présent dans l'éducation, dans les universités, les ports, les aéroports, le secteur du transport avec les transports Mofré, sur lesquels on a également un retour d'expérience en vidéo. Donc nos clients globalement sont satisfaits et témoignent. On n'a pas de difficulté effectivement à pouvoir disposer de témoignages de nos clients. Voilà, donc les secteurs du transport, de l'agroalimentaire, de l'édition logicielle concernée par NIS2 notamment là, dernièrement. Voilà, tout type de secteur. Et les armées, vous voyez un petit logo utilisé par les armées françaises. Donc le contexte technique, comme on déploie sur une solution 100% on-prem, on n'a pas forcément une connaissance très fine de l'usage qu'ils en font, mais on a la possibilité d'afficher ce logo utilisé par les armées. Voilà. Donc notre solution Pro8 de type Bastion, juste pour préciser, en effet, mais même si Romain l'a déjà fait très bien auparavant là, sur la présentation, voilà, le Bastion va venir en complément d'autres actions. On parlait effectivement de cloisonnement, de mettre en place de la segmentation du réseau. Donc en effet, l'idée étant de proposer un point d'entrée unique à travers ce Bastion pour les accès à privilèges pour l'administration du système d'information. Et à travers cet outil que nous proposons, c'est d'industrialiser la gestion de ces accès à privilèges avec la mise en place de politiques. Ça se fait très simplement, donc définir qui peut accéder à quel service et quand. Ça se gère très facilement dans Pro8. On tentera effectivement avec Stéphane dans la démonstration de vous le démontrer. Ensuite, on va pouvoir protéger votre système d'information avec la gestion des mots de passe. Donc, c'est secret, ces comptes à privilèges. Donc, on va pouvoir stocker ces informations dans un coffre-fort embarqué dans le produit. Et donc, l'utilisateur va se connecter avec un compte nominatif et à travers les politiques, eh bien, on va pouvoir se connecter sur des ressources en utilisant des comptes qui sont stockés dans un coffre-fort et ainsi éviter d'avoir à divulguer ces secrets à l'extérieur ou même en interne si les équipes sont importantes. Voilà, donc l'idée est de pouvoir s'appuyer sur un coffre-fort intégré au produit. Et ensuite, l'outil va vous proposer cette traçabilité. Donc ça passe par les logs, hein, tout ce qui est information de connexion qu'on va pouvoir extraire, qu'on va pouvoir ensuite envoyer vers un concentrateur de logs, un CIEM, ou également avoir des alertings par email. Et enfin, on va pouvoir facilement disposer des enregistrements vidéo des sessions, donc intéressant dans le cadre d'actions de rémédiation pour, évidemment, même si c'est une erreur humaine ou une attaque, en tout cas retrouver facilement quelle est la cause de l'incident et pouvoir faire du rollback ou voilà, identifier clairement quelle est la commande qui a posé problème. Voilà, et évidemment, ça s'inscrit dans un contexte réglementaire. Donc, au-delà des directives dont on entend parler, NIS2, et voilà, en tout cas, effectivement, la mise en place, toutes ces règles qui sont définies, restent des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer à toute structure, même si vous n'êtes pas directement concerné par une directive. Voilà, les recommandations d'ANSSI citent en tout cas un certain nombre de critères à mettre en place, et le Bastion va vous aider grandement à répondre à de nombreux critères sur cet aspect, identification, notification, contrôle des accès, voilà, et j'en passe. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. On va rentrer dans un domaine un petit peu plus technique avant la démonstration, vous attendez probablement tous. Donc je le disais, Pro8, c'est une solution 100% on-prem. C'est une image ISO à déployer sur votre infrastructure. Voilà, ça s'installe très rapidement. Et ensuite, voilà, on va pouvoir définir les politiques. Donc, vous avez ici un Pro8 qui est installé sur le LAN avec les ressources dans le cercle noir à droite. Donc ensuite, on va retrouver effectivement les différents utilisateurs. Donc ici, les populations externes, mais on a également les populations internes. Tu peux avancer un petit peu. Et donc, on va donner l'accès à Pro8. Voilà, on propose, nous, toujours hein, dans le sens de pouvoir proposer, de faciliter l'adoption de l'outil aux différents publics que vous adressez, les différentes populations. Donc, on va proposer soit de se connecter directement sur Pro8, donc pour les populations internes, donner l'accès et orienter d'ailleurs à ce que l'accès au système d'information se fasse à travers le Bastion. Donc, on va pouvoir se connecter sur Pro8 de plusieurs façons. Donc, on propose, nous, sur Pro8, un proxy RDP pour se connecter avec des outils classiques d'administration, le MSTC, ou des outils comme MobaXTR, comme MRemoteNG et d'autres. Donc, on va pouvoir se connecter sur Pro8 de cette façon. On propose
sur le Bastion en soi également un portail web utilisateur. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Et c'est surtout intéressant aussi pour les populations externes. Donc, on va pouvoir offrir aux populations externes un accès à Provit à travers un VPN tiers, mais on propose également la possibilité de déployer un avant-poste. Donc, c'est un portail web que vous allez pouvoir déployer en DMZ et exposer sur Internet. Tout ça, c'est pour effectivement faciliter aussi l'accès pour vos partenaires extérieurs, tout en garantissant un niveau de sécurité important. On va notamment parler d'authentification forte imposée sur cet avant-poste. Donc tu peux avancer en effet, puisque l'idée étant pour l'ensemble de ces utilisateurs de pouvoir s'interfacer avec des annuaires déjà en place, un annuaire client, ou si vous souhaitez dédier un annuaire pour vos prestataires, voilà, on peut en tout cas s'interfacer avec plusieurs annuaires sur un bastion. Et surtout challenger l'authentification de l'utilisateur avec des solutions de MFA. Donc, je vous le disais, sur les portails web de Provit, on est en mesure de vous proposer une solution native qui s'appuie sur des notions de passkey. Donc, on va pouvoir stocker ces passkeys sur des dispositifs comme des YubiKey ou des clés de sécurité NeoWave qui disposent également des visas de sécurité CSPN. Mais il y a d'autres possibilités. C'est compatible Windows Hello. On peut le faire aussi sur des smartphones, sur des gestionnaires de mots de passe. Donc ça, c'est une possibilité qu'on offre sur les accès web de Provit. Mais pour tout le reste, si vous souhaitez donner l'accès en RDP SSH à vos utilisateurs, vous allez pouvoir aussi proposer de l'authentification forte en s'interfaçant avec des solutions du marché que Novancy a au catalogue des solutions de MFA. On a testé des solutions ensemble d'ailleurs dans le cadre des évaluations qu'on avait menées il y a quelques temps. Et donc, on est en mesure de proposer d'authentification forte avec des solutions que vous pourriez déjà avoir en place chez vous, simplement avec une interconnexion avec Provit, et vous allez pouvoir disposer de vos solutions de MFA et proposer une solution de MFA à vos populations d'administrateurs de votre SSI. Donc une fois qu'on est authentifié, tout ça pour dire qu'on a fait une authentification et qu'on a renforcé cette authentification, c'est une notion importante d'identifier et de vraiment de s'assurer sur ces comptes à privilèges de qui se connecte. Et bien, Provit, à travers les politiques qui ont été configurées, va proposer une liste de services qui sont autorisés. Et par rapport au moment où la personne se connecte, on va pouvoir, à travers les filtres temporels, afficher tel ou tel service. Et donc l'utilisateur va sélectionner un de ces services. Et cette fois-ci, c'est le Bastion qui va réaliser une connexion. Donc selon le type de serveur, ça peut être une connexion en RDP, en SSH, ou également on supporte très facilement les services web. Donc ça concerne par exemple vos hyperviseurs, vos solutions de firewall et d'autres qui, de plus en plus d'applications dans votre système d'information nécessitent de s'interfacer via une page web. Donc on va supporter avec Provit ces connexions également. En revanche ici, effectivement, Provit va réaliser cette connexion, mais va réaliser également l'authentification. Donc on va pouvoir s'appuyer cette fois-ci sur le coffre-fort d'identifiant secondaire. Ça veut dire que l'utilisateur qui s'est connecté avec son propre compte nominatif va pouvoir exploiter un compte d'administration local sans avoir connaissance du mot de passe. Donc on le disait, ça permet en effet d'éviter d'avoir les mouvements latéraux, donc d'éviter de pouvoir se connecter sur d'autres serveurs, puisqu'en fait jamais l'utilisateur n'a connaissance du mot de passe du compte d'administration avec lequel il se connecte sur la ressource. Voilà, donc ensuite il est connecté, il va pouvoir réaliser ses actions, donc ses connexions sont tracées et donc sa session est enregistrée, quel que soit le protocole qui est utilisé, RDP, SSH ou web. Le tout étant administrable depuis une page web d'administration ou via une API également qui est mise à disposition pour réaliser les tâches d'administration du Bastion. Il y avait une question, Yannick, qui m'a été souvent posée lorsque je commençais à évoquer le sujet chez les clients. C'était sur la gestion d'intervenants vraiment temporaires, sur du court terme. Est-ce que ça, on Ouais. sait le gérer aussi? Alors, on a la possibilité de déclarer, on a un LDAP interne à Provit. Donc, si vous ne souhaitez pas déclarer les utilisateurs, ou on peut créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs directement dans cet annuaire intégré. Et donc, on peut gérer facilement sans avoir besoin effectivement de créer des choses dans votre annuaire. Ensuite, on a la possibilité de définir des choses à l'avance, d'activer en tout cas de créer une politique, de la désactiver et de l'activer à la demande au moment opportun, juste pour autoriser l'accès à un utilisateur sur cette période. Et ensuite, on peut désactiver la politique pour lui retirer tous les droits d'accès à votre système d'information.
Donc, en résumé, ça va recouper pas mal de choses, mais en effet, un outil comme Proovit va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité et la traçabilité de l'ensemble des actions sur votre système d'information. Donc, à la fois à travers la possibilité de voir en temps réel les sessions, de les consulter a posteriori, d'être alerté sur les connexions. Donc, voilà, toutes ces notifications, traçabilité, on va répondre à de nombreux critères. Ensuite, la sécurisation de vos comptes à privilèges, donc on l'a dit, à travers l'utilisation du coffre-fort, on va éviter effectivement la divulgation des secrets de votre infra. Et on va pouvoir effectivement limiter les accès au strict nécessaire à l'exécution de la mission de votre partenaire ou de votre administrateur ou technicien. Et enfin, le dernier point, c'est de gagner en réactivité suite à un incident, la possibilité effectivement de remédier rapidement, d'identifier quelle est la cause de l'incident, de revisualiser les actions et de pouvoir corriger rapidement. Donc, corréler à d'autres outils pour corréler les événements qui sont remontés. On va pouvoir effectivement, à travers une solution CIEM, voilà, on va pouvoir détecter rapidement quelle était la raison de l'incident, retrouver l'enregistrement et pouvoir mener l'action qui va permettre de rétablir la situation plus rapidement. Donc, voilà, en résumé, ce que vous propose Proovit, et le tout avec une solution dont l'ADN est la simplicité, à la fois sur l'administration de l'outil, mais également d'un point de vue utilisateur. Peut-être dans vos expériences, vous avez déjà rencontré des bastions, peut-être vos administrateurs, techniciens ont des expériences quelquefois un peu douloureuses avec des solutions qui imposent un portail web ou des contraintes, des latences, etc. Vraiment, ce qu'on souhaite vous proposer ici, c'est un outil simple, facile à prendre en main et qui facilite grandement l'adoption. On atteste en tout cas le succès et les retours que nous font nos clients sur la prise en main de la solution et le taux de satisfaction que nous avons. Là, parmi les clients qui assistent aujourd'hui qui nous font plaisir d'assister à la présentation, il y a certains qui utilisent des DMZ aujourd'hui pour accéder à leur réseau, pour identifier ou protéger ou contrôler les accidents. Alors, en Alors, ça, effet, surtout Régis, je te laisse répondre, non, Yannick, je pardon. t'en prie, alors, non, vas-y, je compléterai. Ça va dépendre encore une fois en effet de l'architecture qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que pour les externes, en effet, bah forcément, ils arrivent d'Internet, donc ils vont avoir une connexion entrante. Yannick en parlait justement, elle va souvent être sécurisée par cette avant-garde, donc qui va justement être une machine intermédiaire en DMZ et d'empêcher justement ce qu'on appelle une connexion directe nord-sud, donc de l'Internet vers le LAN interne. Et puis on va justement ensuite pouvoir même aller plus loin par la notion de cloisonnement et potentiellement de mettre des interfaces d'administration des différents équipements, firewall, hyperviseur, etc., dans un VLAN d'administration dédié. Donc en effet, on peut déjà appeler ça parfois un peu une DMZ parce que c'est une zone à part. Et on va en effet mettre le plus souvent ce bastion, en plus de l'avant-garde, dans d'autres VLAN qu'on peut appeler des DMZ, en effet. Excuse-moi Yannick, si tu voulais Non, mais compléter, rien je à t'en prie. ajouter, non, c'est ça, ouais, en effet, le bastion vient en complément, effectivement d'autres bonnes pratiques, hein, et certainement déjà mises en place, et en effet, ça va faciliter, renforcer encore plus la sécurité des comptes à privilèges, mais voilà, c'est pas incompatible avec, et au contraire, c'est plutôt recommandé d'appliquer toutes les autres bonnes pratiques, et le bastion vient pas euh, modifier cette approche. Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je propose de passer à la démo. Stéphane, je te laisse la Ouais, main. donc je vais repartager l'écran. Bien, bonjour à tous. La démo que je vais réaliser, donc, elle va être légère par rapport à l'étendue des fonctionnalités de l'applicatif, de la solution. Je vais m'appuyer dans cet exercice-là uniquement sur une connexion en double authentification avec la MFA intégrée à la solution, c'est-à-dire le web button. Donc pour cela, je vais
mon utilisateur, il fait partie de l'Active Directory du réseau. Donc, je me log de manière classique. Hop. Et là, on part sur la partie MFA. C'est ça, c'est un standard du web, la notion de WebAuthn pour ceux qui découvrent. Et en effet, c'est le navigateur qui prend en charge cette partie d'authentification. Ouais. Donc ça nécessitera d'avoir une première fois enrôlé en effet quand même l'appareil à la première connexion. Mais à chaque connexion, vous aurez ce challenge-là qui est fait justement. Voilà, on reparlera de cette authentification et de ce lien tout à l'heure dans la partie administration. Globalement, c'est plus fort que l'authentification par OTP. C'est vrai que l'utilisation de clés de passkey, voilà, et un standard qui est de plus en plus adopté sur le web. Vous l'avez peut-être déjà rencontré sur d'autres services que vous utilisez par ailleurs. J'ai quelques coupures de réseau, donc je ne sais pas si vous voyez tout ce que je vois moi. Voilà, parfait. On voit l'effet des mots surtout. Ah, j'adore. Alors, je vais regarder de mon côté. Là, on voit tes photos de vacances, Stéphane. C'est ça? J'avais un doute. Donc, les sessions en cours, je n'ai pas de session. Donc, test. Allez, on repart. Comme bien sûr, à chaque fois, ça fonctionne de manière courante, de manière classique, sans erreur. Et le jour de la démo. Tu nous fais une Hop. carmousse, quoi. Oui, c'est ça. On en rediscutera après. Voilà. Oui. Voilà. On est bon. Donc, cette partie-là que je mets de réaliser avec mon téléphone, en fait, permet de m'assurer que mon utilisateur est associé à un navigateur et à un élément de double authentification qui est mon téléphone. Et donc, c'est ce triptyque-là qui me permet ensuite de rentrer sur mon portail utilisateur. On verra ensuite le fonctionnement et le paramétrage de cette authentification dans la partie admin. Donc, je me suis tant bien que mal connecté à mon portail et simplement sur cet écran-là, j'ai accès à tous les services, tous les serveurs auxquels moi, en tant qu'admin système de la société lambda, je dois avoir accès. J'ai peut-être sur mon infra, j'ai peut-être 40 serveurs, mais mon responsable au-dessus, mon administrateur responsable m'a donné accès à uniquement ces machines-là. Donc déjà, ça permet de diminuer un petit peu le filtre et de me permettre de me connecter qu'à certaines machines. Et encore une fois, le firewall derrière aura bloqué tout le reste est rebond. Donc j'ai accès uniquement à ça. Donc sur les connexions, je vais pouvoir me connecter en HTTPS, en RDP, en SSH. Donc là, si je me connecte sur un RDP de manière classique, ouvrir, ce message-là sera systématiquement, parce que c'est une nécessité ou une obligation liée au RGPD, qui dit que toute personne qui va se connecter sur ce bastion-là va être enregistré et il doit être informé qu'il va être enregistré. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Ouais, j'ai des coupures réseau, je suis désolé. Donc là, je me suis connecté à mon serveur. C'est un serveur NPS. Donc là, à ce niveau-là, moi, en tant qu'administrateur, je vais rentrer sur les fonctionnalités de serveur. Je vais faire les opérations qui s'avèrent nécessaires à mon job. Je me balade un peu partout. Et je travaille au travers de cette interface web, comme je travaillerais en RDP classique depuis un quelconque logiciel ou directement sur le serveur. Il n'y a que le bastion qui est au milieu et qui fait office de passe-plat entre
mes commandes et le serveur de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé, je ferme et je quitte ma session. Et je reviens donc à mon portail. Même chose au niveau du serveur SSH. Je suis connecté à mon serveur. Donc là, je rentre en ligne de commande classique. J'ai accès à toutes mes commandes. Je travaille de manière totalement classique et normale. Je sors de ma session. Alors, on le voit, Et par je exemple, reviens. je voulais préciser, excuse-moi, Stéphane, par Oui, exemple, là, on voit que tout à l'heure, Stéphane s'est connecté avec un test 3 et on voyait sur la partie, là, la fenêtre SSH, que c'était un autre compte utilisateur qui s'appelait juste test, oui, je crois. oui. Donc, voilà, ça fait partie de la divulgation qu'évoquait tout à l'heure Yannick, où il est connecté avec un compte dont il ne connaît pas le mot de passe. Et on Voilà, voit je bien ne que c'était un connais autre compte ni qui était utile. quelque part, je ne connais ni le login. Enfin, si c'est un SSH, là, je le vois apparaître. Mais sur une connexion RDP notamment, la connexion et l'authentification est totalement transparente et invisible pour moi. Je me suis connecté en tant que test 3, ça c'est mon compte utilisateur user AD, et je me connecte en tant qu'admin sur ce serveur RDP, mais je ne sais pas quel est l'utilisateur qui est saisi et ni le mot de passe. Cette partie-là, on va la voir tout à l'heure dans la partie admin. Donc on a fait du RDP, on a fait du SSH, on pourrait faire du HTTPS pour avoir accès à mes serveurs ESX. Dans la même logique, un clic, ouvrir, j'accepte le fait d'être enregistré et je vais me connecter à mon serveur. Là, c'est pareil, il s'est connecté. Bon, il est connecté avec un code route. Le mot de passe, je ne l'ai pas vu passer. Et à partir de là, j'ai accès à mon travail de manière classique. Je travaille de manière classique, mais le bastion derrière garde une trace de tout ce que je suis en train de faire et filme éventuellement tout ce que je suis en train de faire. J'ai terminé mon travail, je me déconnecte. On a une question qui vient d'être posée concernant des comptes éphémères. Est-ce qu'il est possible d'avoir des comptes éphémères créés au login et supprimés quelques minutes après? Provit n'écrit nulle part, que ce soit sur l'Active Directory ou sur les serveurs. Aujourd'hui, effectivement, le choix, la direction technique, c'est d'être une solution non invasive et qui n'ait pas de droit non plus de créer ou de modifier des choses sur les services. Donc non, aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des choses, on ne crée pas d'utilisateurs éphémères sur le service. Donc on s'appuie sur des comptes d'administration locaux ou des comptes d'administration. On a d'autres choix d'authentification sur les services, hein. On peut propager son identité sur le service si vous avez autorisé l'accès ou si vous avez des comptes d'administration avec des niveaux de privilèges peut-être moins élevés. On peut autoriser l'accès avec ces comptes et donc réutiliser, faire en quelque sorte du SSO et de propager l'identité sur le service. Mais la création de comptes éphémères qui seraient supprimés juste après la session, non, c'est pas une fonctionnalité qu'on utilise dans Pruit. Là encore, toujours pareil, ce sera ou un compte générique au niveau de l'AD ou un compte au niveau du LDAP interne à la solution, avec peut-être une gestion d'un registre pour dire ce compte-là temporaire a été utilisé à tel jour, telle heure par telle entité, tel prestataire. Ou alors créer un login générique par prestataire. Donc j'ai fait mon travail d'utilisateur, j'ai fini ma session, j'ai fini ma journée. Je me déconnecte. On va partir maintenant sur la partie administration. Donc la vue de la partie administration donc, se présente comme ça, le nombre des sessions en cours, l'espace de stockage disponible au niveau de mes disques et la charge système du serveur qui héberge ma solution. Sur la partie authentification, on retrouve l'authentification WebAuthn interne à la solution, l'enrôlement qui permettrait de créer un nouvel utilisateur avec cette authentification
et quels sont les appareils déjà connus. Donc mon user test 3 et la clé qui a été générée à la suite de l'autorisation de mon navigateur Firefox et de mon téléphone. On va pas rentrer plus dans le détail du fonctionnement, Oui, comme le disaient tout à l'heure Stéphane et Yannick, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler à l'issue de cette session. Et pour avoir aussi peut-être un petit peu plus de billes de votre part, ça s'appuie sur le standard et la suite de l'Alliance FIDO 2. C'est un peu le même concept, comme le disait Yannick tout à l'heure, sur une notion de key, ou qu'on pourrait avoir des YubiKey ou autre chose. C'est exactement la même méthode d'authentification forte. Wiki, Apple et Windows Hello, authentification biométrique. Tous ces fonctionnements sont autorisés. Ouais. Au niveau de la partie administrateur, la partie des rôles, la partie créer un utilisateur, créer un rôle. La partie auditeur dans la version complète de la solution permettrait d'avoir des utilisateurs avec des autorisations sur l'administration particulière. Je suis auditeur, j'ai accès à tous les logs. Je suis administrateur complet, j'ai accès à la création de user ou de machine ou de politique d'accès, et ainsi de suite. La politique d'accès qui permet de relier un utilisateur à un serveur ou un groupe d'utilisateurs à un groupe de serveurs. Je profite, Les je serveurs. vois une question là justement, tant que tu étais sur les politiques, il y a une question sur Oui. les plages d'accès dans le temps. Donc en effet, sur la partie Oui. autorisation, dans les paramètres, on peut définir des filtres temporels sur lesquels on va prendre, on peut faire appel. Voilà, quand tu édites. on va prendre ici. Donc là, une Voilà. politique, c'est mettre en lien un rôle avec des services ou groupes de services. Et dans les filtres, on va pouvoir combiner les filtres. Et donc, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir définir des plages d'intervention. Donc, dans les filtres, on peut raisonner sur des autorisations, des restrictions. On peut travailler sur des dates bien précises ou sur des fréquences. Par exemple, tous les lundis, tous les mardis, après 18 h. Voilà, c'est des filtres qu'on peut créer et qu'on peut mettre ici. Et ensuite, si tu fermes la fenêtre. Vu qu'il y a Yacine, il y a une personne qui s'en va, mais qui avait posé une question, je me permets juste de lui répondre rapidement. Quelle application utilise Rubycat? Est-ce que c'est une application full faite maison Rubycat? Alors, c'est développé vers Rubycat et comme le disait Yannick tout à l'heure, c'est sur un noyau Linux qui est non verrouillé. Oui, on n'exploite pas de bastion open source du marché qu'on a customisé. On est vraiment sur une solution 100% conçue par Rubycat. Ouais. On exploite des librairies SSH et des choses comme ça. Mais le produit est 100% développé par nos équipes. On ne s'appuie pas sur même le coffre-fort. Le coffre-fort qui est d'ailleurs aussi un module qui est dans le visa de sécurité CSPN, donc qui a été également analysé et trituré pour détecter des failles. Donc l'ensemble des modules qui sont développés sont vraiment, on est sur du développement 100% Rubycat. Ouais. Au niveau, les filtres d'accès, c'était au niveau du paramétrage. Et dans les politiques, on peut aussi les désactiver, donc les créer à l'avance et effectivement attendre de l'activer au moment, sans jouer sur les filtres, se dire quand je suis sollicité par mon partenaire, je lui donne l'accès. La politique est prête, mais tant qu'elle n'est pas activée, il ne peut rien faire. Donc on a vu qu'une politique était faite d'un groupe d'utilisateurs et d'un groupe de serveurs. Donc un groupe d'utilisateurs, ça va être un groupe ou un utilisateur, fonction de mes comptes AD ou de mon LDAP interne, mon annuaire interne. Ouais. L'intérêt étant de pouvoir exploiter les groupes d'utilisateurs déjà présents dans vos annuaires. En fait, ça simplifie grandement ensuite, une fois qu'on a fait la création des politiques, généralement, on n'y revient pas forcément tous les jours sur la gestion du bastion. Et donc, si on raisonne sur les politiques avec les groupes d'utilisateurs, vous avez simplement besoin d'ajouter des membres, de retirer des membres directement dans l'annuaire. Et bien, à travers la configuration, et bien, ProGuide va pouvoir donner l'autorisation à un nouvel utilisateur sans que vous ayez besoin de le déclarer dans ProGuide. En fait, à partir du moment où la politique s'appuie sur un groupe d'utilisateurs, et bien si ce
nouveau membre fait partie de ce groupe d'utilisateurs, il va pouvoir se connecter sur Provit et disposer des mêmes droits que ses collègues dans ce groupe. Pas besoin de déclarer l'utilisateur dans Provit. Ouais. Je pense même que c'est plus simple de gérer les utilisateurs au sein de même lieu, donc l'AD, et ensuite on vient s'appuyer ensuite sur Provit. Au niveau des services qui sont les serveurs, un type de connexion, le nom d'une machine, un groupe de machines, la partie réseau, l'adresse IP, l'authentification. Donc ce que je vais faire, c'est je vais repartir plutôt. C'était intéressant sur cet exemple-là, parce que sur l'aspect HTTPS, c'est un des différenciants importants de la solution, c'est la gestion des services HTTPS. Si vous connaissez peut-être d'autres solutions, normalement la déclaration d'un service HTTPS sur Provit se fait très simplement. Et dans l'aspect réseau, effectivement, c'est comment le bastion va se connecter à la ressource. Eh bien, on a simplement à renseigner l'URL de connexion. Donc, pas besoin d'aller déployer, de publier des applications sur des fermes RDS pour ensuite les exploiter dans Provit. Vous pouvez gérer directement, simplement renseigner l'URL et puis voilà, paramétrer la méthode d'authentification pour ce service. Il n'y aura pas besoin d'un serveur RDS en plein milieu pour déclarer et rebondir là-dessus. Ça, c'est juste le nom, l'URL, l'authentification. Je ne m'authentifie pas parce qu'il n'y aurait pas d'identifiant particulier pour se connecter sur l'interface web. Je propage mon identité, donc c'est mon compte user test3 qui va être saisi. Je remplace l'identité et là je mets les identifiants propres à cette connexion, mais c'est l'administrateur de la solution Provit qui les saisit, donc l'utilisateur test3 ne saura pas le mot de passe ou le domaine ou ces informations-là. Éventuellement derrière, la partie HTTPS. Et au niveau des autorisations, un nom, les rôles, les filtres, et chose importante ici, la coche activer l'enregistrement. Je peux avoir des enregistrements, je peux avoir des sessions au travers du bastion qui sont enregistrées, d'autres qui ne le sont pas. À moi de choisir et à moi de souligner l'importance, et dans ce cas-là, je coche ou je décoche. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été réclamée dans le secteur hospitalier, notamment sur des comptes à privilèges qui ont été étendus à des utilisateurs qui avaient besoin d'accéder à des applications dans lesquelles on retrouvait des données de santé, par exemple. Et donc, voilà, sur lesquelles il est interdit de stocker, ou en tout cas, voilà, il fallait désactiver l'enregistrement. Et dernier point très bref sur la solution, enfin, à l'heure de cette démo-là, c'est la partie log. Donc ici, je peux voir toutes les connexions qui ont été réalisées depuis cet utilisateur-là sur ce service-là. Quel type de mode? Est-ce que j'ai eu des erreurs? Est-ce que ça s'est bien passé? Et est-ce qu'éventuellement, je peux regarder ce qui a été fait? Donc si je reprends cette vidéo-là, par exemple, je vais voir tout ce qui a été réalisé. La connexion. Je me suis baladé dans différents menus. Voilà. Et je vois exactement du côté admin ce que l'utilisateur a réalisé sur le serveur. Et je me suis déconnecté. Alors, il y a quelques questions. Oui, il y a 3 questions. Ouais. Sur l'existence. Donc, en effet, par défaut, on verra sur les gammes ou c'est sur le plus loin, mais en effet, par défaut, on est en standalone sur les gammes standard, advanced, mais évidemment, on a effectivement un mode cluster avec plusieurs nœuds actifs pour garantir un meilleur taux de disponibilité notamment, et de pouvoir aussi augmenter en termes de capacité le nombre de sessions simultanées, sachant qu'on a aussi pour les versions standard et advanced, donc en mode standalone, une VM, la possibilité d'avoir une plateforme passive avec une synchro des données qui par défaut est configurée de façon quotidienne, mais on a la possibilité de modifier cette fréquence et de disposer d'un bastion, on va dire un mode PRA, donc pour si on perd le bastion principal, de pouvoir redémarrer sur un second bastion qui peut être sur un autre data center par exemple.
Ensuite, on a une question concernant la place au niveau des vidéos. En place assez gourmand au niveau de la vidéo. On a à peu près 1 méga 5 la minute. Après, il y a plusieurs. En fait, on va stocker les données brutes des sessions et ensuite on le voit. Alors, les données brutes nous permettent de générer les vidéos. Évidemment, ça dépend des protocoles que vous utilisez. Si vous êtes massivement sur du SSH, bah, ça prend moins de place. Ce qui prend le plus de place, évidemment, c'est la partie web. Mais ça reste raisonnable. Je crois qu'on est sur 1 méga 5 par minute. Et puis après, il y a tout ça, c'est paramétrable. On peut effectivement gérer la durée de rétention des vidéos et c'est un paramètre différent de la durée de rétention des journaux. Donc, on peut conserver les journaux pendant 1 an, mais finalement, se dire que les vidéos, bah, au-delà de 30 jours ou au-delà de 60 jours, c'est pas pertinent de conserver la trace vidéo. Et puis ensuite, sur la génération des vidéos, on peut choisir la qualité, là, comme le montre Stéphane. Et voilà, et ensuite, on peut télécharger la vidéo, la transmettre par ailleurs, la stocker par ailleurs. Par défaut, on est sur un point on a une partition dédiée pour ça, mais on peut modifier le point de montage dans l'OS pour stocker, en tout cas s'appuyer sur un serveur particulier pour gérer le stockage des vidéos. Ce qu'il faut juste savoir, il faut modifier ça correctement dans la configuration, puisque la génération de la vidéo ne peut être fait que depuis l'interface d'administration du bastion. Il y a une autre question de M. Rullier sur les logs d'authentification, Yannick. Alors, Est-ce que ça peut fonctionner avec les logs sur le réseau Wi-Fi interne? pas sûr de bien saisir la question, si on peut préciser. Moi, je me suis connecté, je suis en connexion là en Wi-Fi. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est ça sur la notion de. Après, si en effet, alors pour les visiteurs qui se connectent, alors ce n'est pas un portail captif, si c'est la question. Ah, oui. Euh, Ok. on va pouvoir par contre administrer le portail captif ou les bornes Wi-Fi qui ont souvent en effet une interface d'administration via un contrôleur physique ou virtuel qui lui est en HTTPS. Et donc on va pouvoir présenter aux administrateurs réseau euh, la plateforme Wi-Fi, contrôleur ou portail captif à travers le bastion. Mais en effet, ça reste quand même une solution orientée pour les administrateurs et pas Ouais. pour les utilisateurs au sens large du SI. Ouais, on va éviter effectivement depuis un réseau Wi-Fi visiteur de donner l'accès au bastion et donc au système d'information et aux ressources critiques de votre. Donc généralement effectivement ces réseaux Wi-Fi visiteurs sont plutôt très segmentés et peu connectés à votre LAN, quoi. C'est éventuellement pour proposer des accès Internet à des personnes de passage, mais là on n'est pas dans ce cadre-là en effet, ouais. Encore une nouvelle question. Pour de l'admin interne utilisable, oui, en effet, je confirme. Ah oui. Oui, et puis C'est alors là, exactement. Stéphane a montré avec le portail web, mais on sait que les utilisateurs en interne ont l'habitude d'utiliser des outils comme MOBA Externe, par Oui. exemple, ou RemoteNG, où on liste les 10-15 serveurs qu'on utilise quotidiennement. Eh bien, on a développé cette possibilité de configurer. On a un client, les Transports Mauffret, qui le disait dans son retour d'expérience, notamment au niveau des DSI, ils ont la main, ils construisent un fichier XML qu'ils envoient à leurs opérationnels. Ces gens chargent ça dans leur MOBA externe, ils retrouvent la liste de leurs serveurs. En fait, on peut passer en paramètre du nom d'utilisateur le nom du service cible et donc vraiment faciliter et retrouver une expérience utilisateur très proche de ce qu'ils peuvent avoir quand ils se connectent en direct sur une ressource. Donc vraiment, ça marche bien. On peut se connecter sur un service en SSH simplement en double-cliquant. Ça passe bien par le bastion. Il y a une petite commande, une petite configuration à mettre en place dans MOBA Externe ou dans un outil de ce type-là. Mais ça se fait très simplement et c'est très apprécié des utilisateurs. Vraiment, certains se disent, c'était d'ailleurs dans le retour d'expérience, hein, les utilisateurs étaient surpris. Ils disaient, mais vous êtes sûr qu'il y a bien un bastion entre mon outil et le serveur, parce qu'ils ne voyaient pas la différence en soi. Il y a juste le message sur lequel on clique pour dire qu'on accepte le fait que la session est enregistrée. Mais sinon, voilà. Quand c'est bien fait, bien programmé,
C'est transparent, c'est totalement transparent. C'est la discrétion du chat. Ouais, j'insiste encore dessus, c'est vrai, parce que les retours en effet sont vraiment la souplesse et l'adaptation aux deux contextes qu'évoquait Yannick. Les clients, pour la partie externe, c'est plus facile l'interface web, mais comme tu l'as dit, là, ils ont déjà leurs outils, ils veulent pas changer, et ça, c'est vrai que ça a été des retours importants et c'est un différenciant des autres solutions. Une petite question RGPD. Étant donné que les sessions des utilisateurs ou prestataires sont enregistrées, doit-on réaliser une analyse d'impact, réaliser une fiche de traitement, etc., pour se mettre en conformité RGPD? C'est une très bonne question. Alors non, pas spécialement, puisque alors comme le précisait tout à l'heure Stéphane, il y a un simple message d'alerte comme quoi l'utilisateur sera enregistré, mais dans ses actions qu'il a sur l'interface de la ressource cible et finale. Donc ça ne change en rien en fait ce qu'il doit faire de manière générale. En général, c'est plutôt couplé à ce qui est déjà en place, ou sinon, en effet, on peut le mettre en place chez Novancy, chez nos clients, ce qu'on appelle des chartes d'administrateurs. Donc là, c'est comme une charte informatique pour tous les utilisateurs, mais spécifique au rôle d'administrateur, qui va quand même lui rappeler les bonnes pratiques d'administration, l'usage de l'outil informatique qui lui est mis à sa disposition, et donc les limites dans lesquelles il doit l'utiliser. Après, ce n'est pas une obligation légale, c'est plus à la limite une bonne pratique quand on parle en effet de SSI, sécurité du système d'information. On l'a mis en place pour certains clients. Voilà. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Et là, Stéphane le montre, on peut personnaliser le message et justement faire référence à des chartes internes. Et vous avez cette possibilité de modifier le message. Avec obligation, ou information que au moment où je me connecte, si je refuse cet enregistrement, en fait, ma session se ferme. Je n'irai pas plus loin. Alors, je crois qu'on avait jusqu'à 10h15, il est 10h09, je vais faire le mettre du temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Et sinon, ça nous laisse peut-être le temps de répondre avec justement la partie gamme que tu évoquais, Yannick, tout à l'heure. Est-ce que tu veux peut-être que je la réaffiche? Oui, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de Fabrice si vous avez ou de votre contact chez Novancy si vous voulez même évaluer la solution. On est en mesure de vous accompagner avec les équipes de Novancy sur ça. Et donc après, simplement pour vous projeter un peu plus sur la solution, et si vous souhaitez aussi obtenir des chiffrages, donc voilà, on le disait effectivement, on a plusieurs gammes. Donc le niveau standard ici, donc tout ce que Stéphane vous a montré, la gestion des politiques d'accès, le coffre-fort, tout ce qui est journalisation, la notification. Et également, on a choisi d'intégrer tout ce qui était MFA et exposition sur Internet, donc l'avant-poste, de l'intégrer dès le mode standard, vraiment pour proposer effectivement de simplifier l'accès depuis l'extérieur, en tout cas dans certains cas d'usage. On a choisi de le mettre en œuvre dès la gamme standard pour disposer d'une solution complète dès la gamme standard. Donc on est sur une seule VM. La gamme Advanced, c'est aussi sur une seule VM. Et donc ce qu'on propose en complément, c'est la segmentation des droits d'administration, ce que Stéphane vous montrait avec la possibilité de créer des comptes auditeurs, des comptes opérateurs qui auront, si vous souhaitez déléguer une partie de l'administration du bastion à un responsable d'équipe dans le cadre d'une infra avec de nombreuses personnes. Quelquefois, on peut avoir besoin de déléguer la gestion des politiques à un responsable pour qu'il puisse gérer ses propres prestataires et donc les politiques en question. Donc, on peut vraiment choisir les objets, les royaumes sur lesquels on souhaite que l'opérateur puisse avoir des droits d'administration. Et également, donc, ce qu'on propose en Advanced, c'était l'accès à l'API pour faciliter les opérations d'administration sur le bastion. Donc tout ce qu'on peut faire avec des clics sur l'interface web d'administration, on peut aussi le faire via l'API. Donc si vous avez par exemple des infras avec des créations de services, on va dire de VM, vous allez pouvoir intégrer dans votre script de création de VM avec les appels API le fait de pouvoir insérer ce nouveau serveur dans un groupe de services et qui automatiquement pourra être pris en compte dans une politique d'accès. Il y a plein d'autres usages nos clients sont très créatifs sur l'utilisation de l'API. Donc n'hésitez pas si vous avez
des besoins. Donc, c'est en gamme advanced. Et ensuite, on a le cluster. Donc, on le disait, voilà, pour aller chercher une volumétrie plus importante puisqu'on a une limitation. Alors, une limitation, ça dépend surtout des ressources qu'on met derrière la machine. Mais voilà, on a délimité, nous, le standard et l'advanced jusqu'à 50 sessions simultanées. Donc, ça permet déjà d'aller chercher des infras assez conséquentes. Mais on sait que très souvent, sur ces grosses infras, derrière, il y a besoin de clusters, parce que notamment les services sont répartis. Donc, on a cette gamme cluster qui peut aller chercher jusqu'à plusieurs centaines de sessions en simultané, donc réparties sur plusieurs nœuds, avec la possibilité en effet de perdre un nœud et de maintenir. Alors on n'est pas sur une très haute disponibilité dans le sens où si on perd un nœud, ben, il faut que l'utilisateur se reconnecte pour pouvoir relancer sa session. Mais toutes les données de synchronisation, d'historique, etc. sont faites en temps réel entre les nœuds, donc tout ce qui est enregistrement de session est conservé sur l'infra. Il y a une question qui vient sur les licences de l'utilisateur nommé ou concurrent. On est sur le nombre de sessions simultanées. Donc c'est pour ça qu'on fait référence aux sessions. Peu importe le nombre d'utilisateurs, peu importe le nombre de ressources que vous avez dans votre infrastructure, la seule métrique qui est considérée chez Provit, c'est le nombre de sessions simultanées. Donc on est sur des paliers de 5 sessions simultanées. Une session, c'est un utilisateur connecté à une ressource. Donc quand un utilisateur a besoin de se connecter sur plusieurs ressources en parallèle, il va consommer plusieurs licences. Mais il n'y a pas de licence liée aux utilisateurs nommés. On l'a vu dans l'administration, on peut s'appuyer sur des groupes d'utilisateurs déjà présents dans votre annuaire, donc on n'est pas obligé de déclarer les utilisateurs dans Provit, en tout cas de les sélectionner dans une politique. Quand on définit un rôle, on peut s'appuyer sur un groupe d'utilisateurs. Et donc, peu importe le nombre d'utilisateurs qui est derrière ce groupe, on ne gère pas la notion de compte nommé ni un nombre de ressources. Donc, on est sur un nombre de sessions simultanées. Donc, pour avoir un chiffrage, il faut définir la gamme, si vous avez besoin de l'API, la segmentation des droits, si vous avez besoin de clusters. Et ensuite, une fois que vous avez défini la gamme, le nombre de sessions simultanées, on est sur des paliers de 5 sessions jusqu'à 50. Pour les tout petits besoins, on démarre en standard à 2 sessions, vraiment pour les besoins très particuliers ou des toutes petites infras. Mais sinon, on est sur des paliers de 5 sessions. Et puis ensuite, important à noter, effectivement, on maintient, nous, le fait de pouvoir faire l'acquisition de la licence et d'y associer un contrat de maintenance. Mais la licence, elle est dite perpétuelle. Donc, une fois que vous avez souscrit à une licence perpétuelle, elle est à vous et vous avez simplement à renouveler les contrats de maintenance par la suite. Et on a effectivement aussi un mode d'achat en souscription. Donc c'est un pack licence plus maintenance qui est valable 1 an ou 3 ans. Mais voilà, à l'échéance de cette souscription, vous devez repartir sur une nouvelle souscription. Donc voilà, si vous souhaitez vous engager sur du long terme, effectivement, il faut privilégier l'acquisition de licence, évidemment. Et ensuite, on a une autre question sur comment forcer l'utilisation de ProvIT pour un technicien administrateur interne. En fait, comme la démo a été réalisée, en fait, on va lier son compte technicien, son compte admin à Provit on va le lier à différents serveurs, différentes ressources, et on va l'obliger de passer par Provit. Et en fait, c'est ce que disait Romain tout à l'heure. Ensuite, on force, on ceinture un peu au niveau firewall le reste du réseau, on bloque et on fait en sorte que les accès à X serveurs ne soient réalisables qu'à partir du bastion. Et est-ce que c'est une bonne pratique à respecter en interne? Alors moi, la réponse est oui, mais... Oui. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je suis utilisateur, j'ai accès à un serveur, je dois être capable, je dois être obligé de ne pouvoir accéder qu'à ce serveur-là et pas au reste. Pas en rebond latéral, pas par un autre moyen en direct. C'est le bastion qui m'autorise et rien d'autre. Pour une durée donnée, pour un planning donné, c'est uniquement le bastion qui a droit en quelque sorte de vie et de mort sur ma connexion. C'est un peu le douanier à la frontière. C'est ça. On retrouve différents cas de figure. Certains clients démarrent par effectivement le contrôle des accès des partenaires extérieurs. Donc, ils mettent en place un bastion parce qu'en effet, c'est un public qui maîtrise peut-être moins. Et pour éviter effectivement de multiplier les différentes méthodes de connexion OSI, on parlait de TeamViewer, d'accès VPN, etc. Donc, ça permet déjà de canaliser un peu les choses sur les aspects externes. Et puis après, on s'ouvre petit à petit aux administrateurs en interne.
Et quelquefois, certains commencent par l'interne et puis ensuite l'ouvrent aux externes. On retrouve un peu les deux modèles. Mais en effet, c'est plutôt une bonne pratique de le mettre en place aussi en interne. Voilà. Pour le forcer, le fait d'utiliser un compte d'administration locale qui n'est pas connu de l'utilisateur, mais seulement de l'administrateur du bastion. Bien déjà, si l'utilisateur peut accéder à la ressource, mais ne dispose pas des comptes suffisants, des comptes voilà, avec le niveau suffisant de privilèges pour exécuter sa mission, bien en effet, il va être obligé de passer par le bastion pour obtenir ces privilèges. Et en contrepartie, effectivement, il y a la traçabilité et l'enregistrement de la session, mais voilà, il y a un peu moins maintenant voilà, c'est un usage qui est quand même assez répandu maintenant. Il y a moins de réticence à passer par des bastions. Au contraire, ça permet aussi de définir clairement les rôles et puis de s'assurer de la bonne exécution de l'administration. Donc, il y a moins de réticence à l'utilisation de bastions. Et d'autant qu'avec Provit, hein, vraiment, on vise à faciliter les choses et à ce que l'utilisateur, finalement, que le bastion se fasse très discret, que lui entraîne pas voilà, une perte de performance et voilà, qu'il puisse exécuter les mêmes tâches qu'auparavant. Ça facilite grandement l'adoption du produit. En fait, il y a une chose mais qui a été déjà dite dans les précédentes interventions, c'est que vous êtes propriétaire de votre infra, que l'infra soit gérée en interne ou en interne et en externe par des prestats. Vous devez être capable, en tant que propriétaire de votre infra, de savoir ce qui s'y passe. Qui fait quoi, quand, à quelle heure, sous quel login, sous quel identifiant. Et donc le bastion, je pense que alors quel que soit le bastion, mais c'est la solution qui permet, ouais, c'est le douanier à la frontière de savoir qui rentre, qui sort, qui fait quoi. Et en plus, la solution Provit, en plus, a cette particularité d'être plus légère que d'autres et du coup d'avoir un accès plus rapide et plus transparent que certains autres bastions. Alors, je vois qu'il y a encore peut-être 2 questions qui arrivent, et puis après, on va pas tarder à clôturer, puisqu'on a un peu dépassé le timing et on ne voudrait pas vous prendre non plus de temps que l'on avait annoncé. Je laisse juste quelques secondes de plus pour les dernières questions. En tout cas, le temps qu'elle arrive, merci déjà aux intervenants que tu as à mes côtés. Ouais. C'était un plaisir de l'animer avec vous, et merci aussi à vous surtout d'avoir été présent, d'avoir été aussi interactif. Les nombreuses questions ont du coup montré l'intérêt sur ce type de solution. J'espère qu'en tout cas on y aura répondu avec les éléments que vous attendez. Et puis si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pourrez revenir vers Fabrice. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur la partie chiffrage, en effet, donc Il y a là-dessus, sur encore la une partie autre budget. de Monsieur Roy sur la partie gestion des comptes. Je vous laisse lire. Ouais, Julien. Donc, c'est effectivement ça, ouais. Et puis pour terminer sur la partie aussi, bien sûr, technique aussi, chacun de nous aussi reste disponible, donc vous pourrez nous contacter si vous avez bien sûr d'autres questions. Ce sera avec plaisir qu'on pourra répondre, ou vous faire de nouvelles présentations, peut-être un peu plus spécifiques aussi. Mais voilà, je lis en même temps la question. Donc pour ma part, je vais revenir vers vous à travers un appel ou un mail. On verra comment j'arrive à vous joindre et après pour vous proposer des rendez-vous ou avoir vos retours sur le sujet. Et évidemment, l'intérêt de Rubicat, en dehors du fait que ce soit une solution très pratique, très discrète et très souple, il y a aussi aussi un avantage, c'est qu'au niveau tarif, elle est très concurrentielle. Donc ce qui permet de proposer des solutions avancées à nos clients en respectant des budgets qui sont de plus en plus un peu tirés, on va dire. Donc on a voilà cet avantage qui est assez fort. Voilà. Pour répondre à monsieur, excusez-moi si je prononce Pas pas de bien, souci. monsieur Royer, alors effectivement, il y aura un compte générique pour se connecter, enfin un compte admin générique pour se connecter au serveur, mais par contre, vos comptes admin personnels ne doivent pas être supprimés puisque ce sont ces comptes-là qui vont vous permettre de vous connecter au portail utilisateur de la solution. Et uniquement ces comptes-là.
vous connectez avec le compte admin technicien, il se connecte à la solution MFA, et une fois qu'il est connecté à sa solution, il a accès à ses X ressources ou serveurs, et c'est ensuite la connexion à ce serveur qui va s'établir au travers d'un compte admin que seul l'administrateur de la solution Bastion connaîtra. Mais Ouais, en effet, pour ma générique, part, ouais. je ne supprimerai pas le compte admin utilisateur. Un compte doit rester nominatif pour l'accès, la première connexion. Tout à l'heure, sur Oui. le schéma en effet qu'évoquait Yannick, il y a une première connexion Bastion, l'authentification primaire, qui elle doit être nominative pour pouvoir quand même imputer la traçabilité. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. On va clôturer l'événement et puis on reste